Aslamat Lamert, deuxième science. Aujourd'hui, on a un devoir de synthèse numéro 3. Donc, voilà la correction. On commence. La partie chimie, c'est sur 8 points. L'exercice l'eau, donc sur 4 points. Une solution S d'acide chlorhydrique est obtenue en dissolvant un volume V de chlorure d'hydrogène gazeux dans 200 ml d'eau. La valeur de son pH est 1,5. Déterminer la concentration C de la solution. Donc, c'est voilà l'équation de cette réaction. C'est une réaction totale car HCl est un électrolyte fort. Donc, la réaction est totale. Donc, H3O plus concentration égale la concentration de HCl. pH égale à 1,5. D'après la définition, la concentration de H3O plus égale à 10 moins pH, c'est-à-dire moins 1,5. Donc, C égale à 10. Le moins 1,5 s'écrit moins 2 plus 0,5. Donc, égal à 10 moins 2 fois 10 à la puissance 0,5. Et 10 à la puissance 0,5, d'après les données, égale à 3,16. Donc, C égale 3,16, 10 moins 2 mol litre moins 1. Question B. Le volume V utilisé dans les conditions normales de température et de pression. On va calculer le volume V de HCl. On a le nombre de moles égal à V de HCl sur le Vm, volume molaire, qui est égal à 22,4 mol litre mol moins 1. Donc, N, le nombre de moles, égal à C, la concentration, fois Vs, égal à 3,16, 10 moins 2, fois 0,2, car 200 ml devient 0,2 en litres, égal à 0,632, 10 à la puissance moins 2 mol. Donc, c'est le volume de HCl égale le nombre de moles fois le volume molaire qui est 22,4. Donc, on trouve 0,141 litres égale à 141 millilitres. Deuxième question. On prélève un volume de 20 millilitres de cette solution auquel on ajoute de l'eau. La solution S' obtenue à un pH égal à 2. Calculez alors le volume d'eau ajoutée. Donc, c'est le nombre de moles de S' égale à C fois V, la concentration fois le volume, égale à 3,16, 10 moins 2 fois 0,02 de 20 ml, égale à 0,0632, 10 moins 2 moles. C'est le nombre de moles. Donc, c'est lorsqu'on ajoute de l'eau, le nombre de moles ne change pas. La concentration va changer, mais le nombre de moles ne change pas lorsqu'on ajoute de l'eau. Et on a un pH de la solution égal à 2. Donc H3O+, la concentration de H3O+, égale à 10 moins 2 mol litre moins 1 égale à C'. C' égale le nombre de moles sur le volume total. Le volume total ici égale le nombre de moles donc sur C', égale à 0,0632 fois 10 moins 2 sur C' qui est 10 moins 2. Donc, simplifié ici par 10 moins 2, on trouve 0,0632 litres, égale 63,2 millilitres. Donc, le volume ajouté, c'est 63,2 moins 20, égale à 43,2 millilitres. C'est le volume ajouté d'eau, le volume d'eau ajouté. Troisième question, on mélange 30 millilitres de S avec 20 millilitres de S'. Calculez petit a, la molarité des différents ions présents dans le mélange. Donc, on a C secondes, c'est la concentration du mélange, S plus S'. C secondes, à quoi est égal? Égal à C fois V, le nombre de moles de S', de S, plus C' fois V', le nombre de moles dans S', sur le volume total. Le volume total, c'est 30 plus 20. Donc, égal C fois V, 3,16, 10 moins 2 fois 0,03, 30 ml, plus 10 moins 2 fois 0,02. Le tout sur le volume total qui est 50 ml, c'est-à-dire 0,05 litres, égal à 2,29, 10 moins 2 mol litre moins 1. Et d'après les données, 2,29 égale à 10 à la puissance 0,36 fois
10 à la puissance moins 2. Donc égal à 10 à la puissance moins 1,64 mol litre moins 1. C'est la concentration de mélange de S plus S'. De mélange de 30 ml de S plus 20 ml de S'. Voilà, c'est la concentration C secondes. Donc, cette concentration égale H3O plus est égale aussi à Cl moins égale à 2,29, c'est-à-dire 10 moins 2 mol litre moins 1. C'est la molarité de H3O plus et la molarité de Cl moins. Reste la molarité de OH moins. OH moins égale le 10 à la puissance moins 14, le produit ionique de l'eau, sur la concentration de H3O plus, égale à 10 moins 14 sur cette concentration, qui est égale à 10 à la puissance moins 1,64, égale à 10 moins 12,36 mol litre moins 1, égale à 10 à la puissance moins 12 sur 10 à la puissance 0,36, égale à 1 sur 2, car ici égale à 2,29 fois 10 moins 12, donc égale à 0,436 10 moins 12 mol litre moins 1. C'est la concentration de OH moins. Question B, le pH de mélange. Donc ici, c'est très simple. On a trouvé H3O plus égale à 10 à la puissance moins 1,64 égale à 10 moins pH. Donc le pH égale à 1,64. Le pH c'est 1,64. On passe au deuxième exercice, sur 4 points. On donne la masse de carbone, c'est 12 grammes mol moins 1, M d'hydrogène 1 gramme mol moins 1. On donne les formules semi-développées suivantes de quelques hydrocarbures. Voilà l'hydrocarbure A, l'hydrocarbure B, C, C et D. Donc ici, la question c'est de classer ces 4 hydrocarbures par leur famille. Donc là, la famille, on a 3 familles, alcane, alcène et alcyne. Et on va nommer ces 4 hydrocarbures. Voilà les deux questions, classer ces hydrocarbures par famille et nommer ces hydrocarbures. On commence par l'hydrocarbure A. Donc on va numéroter la chaîne la plus longue. Ici la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En 4, on a un groupe méthyle. Et en 2 aussi, on a un groupe méthyle. Donc, c'est le 2, 4 diméthyle. Et la chaîne la plus longue, contient 6 carbones. Donc, c'est l'hexane. Donc, c'est 2, 4 diméthyle hexane. Voilà. Et c'est un alcane, bien sûr, car tous les liaisons sont simples. Donc ici, c'est le 2,4 diméthyle hexane. L'hydrocarbure B, voilà la chaîne la plus longue, donc contient aussi 6 atomes de carbone. Ici, en 2, on a 2 groupes de méthyle, CH3 et CH3. Et en 4 aussi, on a un autre groupe CH3. On a 3, donc c'est le triméthyle. Le 2, 2, 4 triméthyle hexane. Et c'est un alcane aussi. Le 2, 2, 4 triméthyle hexane. L'hydrocarbure C. Il y a donc ici une double liaison. Donc sur le carbone numéro 2. Donc c'est un alcène. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En 2, il y a la liaison, la double liaison. Et en 3, il y a un groupe méthyle. Donc c'est le 3 méthyle pente 2N. Et c'est un alcène. Pente, car il y a 5 atomes de carbone. Pente 2N. L'hydrocarbure D, voilà la chaîne la plus longue. Ici, il y a triple liaison, donc c'est un alcyne. La famille des alcynes appartient à la famille des alcynes. Et ici, en 2, on a un groupe CH3 et en 5, on a un groupe, sur le carbone numéro 5, on a un groupe CH3, un groupe de méthyle.
Donc c'est le 2, 5. Diméthyl, ex 3 in. Ex 3 in. Donc 2, 5. Diméthyl, ex 3 in. Et c'est un alcine, la famille des alcines. On passe au deuxième. Ici, question. Un alcène A de masse molaire M égale à 42 grammes mol moins 1 subit une hydratation, c'est-à-dire l'ajout d'eau, et donne deux composés B et C. Déterminer la formule hybride de A ainsi que sa formule semi-développée et son nom. Donc, c'est l'alcène de formule hybride, c'est NH2N, la formule hybride. Donc, M égale à 14N, c'est-à-dire 12, le carbone 12 fois N, plus 1 fois 2N, devient 14. Donc, N égale M sur 14 égale à la masse c'est 42, sur 14 c'est 3. Donc, A c'est 3H6, c'est le propène. C'est le propène. Écrire les équations d'hydratation de cet alcène en utilisant les formules semi-développées et identifier les composés B et C. Donc, si l'hydratation, c'est l'ajout d'eau. Donc, si premier, il y a deux cas. Donc, H, ici, se fixe sur l'atome le plus hydrogéné. Et OH se fixe, OH- se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. Premier cas. On obtient ici CH3, CH, le groupe OH est sur le deuxième carbone. Et ici, CH3. Donc, c'est, puisqu'il y a le groupe OH, donc c'est un alcool. Le propane 2-ol. OH est sur le carbone numéro 2. Deuxième cas, le groupe OH se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. Et H se fixe sur le carbone, deuxième carbone, le moins hydrogéné. Donc, on trouve OH ici, CH2 et CH3. Et aussi, c'est un alcool. C'est le groupe OH est sur le carbone numéro 1, donc c'est le propane 1-ol. Le propane 1-ol, propane, car il y a 3 atomes de carbone. L'autre question ici, cet alcène A subit une hydrogénation catalytique et donne un composé D de masse molaire 1' égal à 44 grammes mol moins 1. Et D réagit avec le dibrome Br2 et donne le composé E appelé le 2,2-dibromopropane. Déduire la formule semi-développée de D. Donc ici, lorsqu'on ajoute de l'hydrogène, le nombre de carbone ne change pas, donc N reste égal à 3. Le composé D est le C3H8, donc le nombre de carbone augmente de 2, devient 8. Et c'est un alcane, c'est le propane. Écrire l'équation de la réaction de D avec le dibrome en utilisant les formules semi-développées. Donc voilà l'équation, CH3, CH2, CH3, ici c'est le propane plus le dibrome. Donc on obtient ici les deux atomes de brome se fixent et bien, sur le carbone le moins hydrogéné. Donc, et on obtient ici le 2,2-dibromopropane plus ici le bromure d'hydrogène. On passe maintenant aux parties physiques, l'exercice numéro 1 sur 7 points. Donc ici, un jeu consiste à envoyer le plus fort possible à l'aide d'un ressort comprimé un chariot sur des rails afin qu'il atteigne une cible placée en D, à la hauteur H du sol, AB. Les rails possèdent une partie horizontale AB, égale à 0,5 m. Sur cette partie, le chariot se déplace avec une force constante F horizontale de valeur 12 N, parallèle et de même sens que le vecteur vitesse du chariot. Le chariot est de masse M égale à 0,5 kg et la cible est placée à une hauteur H égale à 1 m du sol. Et on considère que tous les frottements sont négligeables de A à D. On donne G égale à 10 N/kg moins 1. Donc ici voilà le chariot qui va monter jusqu'à le point D, la hauteur H jusqu'au le point D. Calculer le travail de chacune des forces F et P.
et R appliqué sur le chariot le long de AB. Donc W de F égale F de AB, le F c'est horizontal, fois cosinus de F AB qui est égal à 0, la cosinus de F et AB. Donc F fois AB fois 1 égale à 12 fois 0,5 égale à 6 joules. Le travail de P égale à 0 et le travail de R égale à 0 car P est perpendiculaire à AB. Donc si le poids est toujours vertical, AB est horizontal. Aussi R, puisque le frottement est négligeable, R, le travail de R égale à 0 car R est perpendiculaire à AB. Calculer le travail du poids du chariot au cours du déplacement de B à D et indiquer sa nature. Donc si le travail de poids égale à P fois BD égale à P fois BD fois cosinus de F fois BD égale à moins P fois BD, la distance BD égale à moins M fois G fois H égale à moins M fois G fois H, car ici c'est le chariot va monter ici, donc égale à moins 0,5 fois 10 fois 1 égale à moins 5 ici joules, égale à moins 5 joules. Et c'est un travail résistant car il est négatif, c'est un travail résistant. Quelle est, question 1 ici, quel est le type d'énergie E1 emmagasiné par le ressort comprimé et quels sont les facteurs dont dépend cette énergie? Donc ici E1 est une énergie potentielle élastique. Elle dépend de K, la constante d'érideur de ressort, et X l'allongement. Et c'est une énergie potentielle élastique. En quelle forme d'énergie se transforme E1 quand le chariot se met en mouvement? E1 se transforme donc en une énergie cinétique EC, car le chariot est en mouvement, donc son énergie devient énergie cinétique. Quelles sont les différentes formes, question C, quelles sont les différentes formes d'énergie EB, EC dans les points B, C et D du chariot quand il est respectivement en B, C et D? Quels sont les facteurs dont dépend chaque forme d'énergie? EB, énergie cinétique, elle dépend de M et la vitesse V au point B. EC, c'est une énergie cinétique, donc au point C, l'énergie est cinétique et potentielle de pesanteur. Elle dépend de mg, la vitesse V et la hauteur h. Au point D, l'énergie, c'est une énergie potentielle de pesanteur. Elle dépend seulement de m, g et la hauteur h. Ici, le sol est pris comme origine d'une énergie potentielle de pesanteur. Donc ici, deuxième exercice, c'est sur l'optique, la réflexion et la réfraction. Un rayon lumineux se propage dans l'air, rencontre en I1 la surface d'un bloc de verre sous un angle d'incidence I1. Voir la figure. Énoncer la première loi de Descartes de réfraction. Donc voilà, la première loi, c'est le rayon réfracté est situé dans le plan d'incidence. Donc le rayon réfracté est situé dans le plan d'incidence qui contient bien sûr la normale à la surface et le rayon incident. Décrire les phénomènes observés au niveau de la surface du bloc de verre. Donc qu'est-ce qu'on observe? Lors de son passage d'un milieu transparent à un autre, la lumière subit une réfraction. Pour une incidence quelconque autre que normale, la réfraction se manifeste par un brusque, regardez, changement de direction de propagation. La réfraction est toujours accompagnée de la réflexion. Toujours, il y a une partie qui sera réfléchie, de la lumière qui sera réfléchie. Donc ici, le rayon réfléchi en rouge et le rayon réfracté en jaune. Donc ici, calculer l'indice de réfraction N de verre par rapport à l'air, sachant que l'angle d'incidence vaut I1 égale à 40 degrés et l'angle de réfraction vaut E2 égale à 25 degrés. Deuxième loi de réfraction, sinus de E1 de I1
de l'angle I1, voilà I1, égale à n, l'indice de verre, fois le sinus de l'angle I2, l'angle de réfraction. Donc n égale à sinus de I1 sur sinus de I2 égale sinus de 40 sur sinus de 25. Le calcul nous donne n égale à 1,52. C'est l'indice de verre, l'indice de réfraction de verre. Quatrième question, petit a. Pour quelle valeur de l'angle d'incidence on a la réfraction limite? Pour quelle valeur de l'angle d'incidence? Ici, l'angle d'incidence. On a la réfraction limite. On a la réfraction limite lorsque le vaisseau incident est rasant. C'est-à-dire quand l'angle d'incidence devient 90. Ici, le rayon incident, ici, devient ici. Et I1 égale à 90 degrés. Donc, I1 devient 90 degrés. On a la réfraction limite. Calculer la valeur de l'angle de réfraction limite lambda. Donc, ici, sinus de lambda est 1 égale, sinus de lambda égale à 1 sur n, l'indice de réfraction, égale à 1 sur 1,52, égale à 0,6578. Donc, lambda à peu près vaut 41 degrés. Cinquième question, on place ici sous le bloc de verre un miroir plan. Voilà le miroir plan. Complétez sur la figure 2 dans le document joint la marche du rayon lumineux SE1 venant de l'air passant dans le verre en rencontrant le miroir en un point I2, puis sortant vers l'air par un point I3. Donnez les valeurs des différents angles rencontrés. Voilà. Ici, on a le rayon réfracté. Voilà la normale au point I2 sur le miroir. Donc, lorsque ce rayon rencontre la surface du miroir en I2, il va se réfléchir. Il y a une réflexion. Donc, devient, voilà l'angle I2 et ici l'angle I3. Donc, I2 égale à I3, car les deux normales sont parallèles. Donc, cet angle égale à cet angle. Voilà le rayon réfléchi et cet angle est égal à I3. Car d'après la deuxième loi de réflexion, donc ici l'angle de réflexion égale à l'angle d'incidence. Ici I4 égale à I3. Voilà I4. On trace la normale à la surface entre l'air et le bloc de verre. Ici en I3, donc le rayon lumineux va entrer dans l'air. Il va traverser la surface séparant le verre et entre dans l'air, donc il sera réfracté. Voilà ici l'angle I5, c'est l'angle ici d'incidence, devient l'angle ici d'incidence I5. Et ici on a l'angle de réfraction I6, on va le construire. Voilà le rayon réfracté lorsqu'il sort du verre vers l'air, donc il subit un changement de direction comme ça. Et l'angle c'est I6. Donc on a ici les angles. Ici c'est 40, ici c'est 25, ici c'est 25. Les deux angles sont égaux. Ici c'est 25 aussi, puisque d'après la loi de réflexion. Ici c'est 25, car les deux normales à la surface sont égaux ici. Donc c'est 25. Et ici ici c'est 40. Comment trouver 40? On peut appliquer la loi n sinus de I5 égale à sinus n, c'est l'indice de verre, fois I5, sinus de I5 égale à sinus de I6, car l'indice de l'air est 1. Donc 1,52 fois 0,422 égale à 0,642 égale à sinus de I6. Donc I6 égale à peu près égale à 40 degrés. Donc c'est voilà, on a terminé la correction. بتمنى لكم النجاح et au revoir. إلى اللقاء في فرق آخر. Merci.